Salut tout le monde et bienvenue à Une Seconde Rocks. Cette semaine, on va analyser Hadassa de Myriam Beaudoin. Myriam Beaudoin s'est inspirée de sa propre expérience en tant que professeure dans une école juive hassidique de Montréal pour écrire son roman. Vous pouvez déduire que c'est inspiré de faits réels lorsque vous regardez la quote au début du roman, qui est la même que celle qu'on a dans L'Enfant Mascara de Simon Boulris. Ça doit probablement être un classique lorsqu'on adapte des faits réels puis qu'on fait référence peut-être à des événements ou à des gens qui ont déjà existé. Donc, on utilise cette quote-là pour justifier le travail de l'auteur sur les modifications qu'il va avoir fait pour son roman. Mais bon, revenons à l'autrice et son œuvre. Née en 1976 à Sherbrooke, Myriam Beaudoin a passé la majorité de son enfance en Afrique avant d'aller faire ses études universitaires à Ottawa pour devenir enseignante de français dans les écoles secondaires. Elle a écrit 4 romans. Un petit bruit sec est sorti en 2003 chez les éditions Triptyque. Hadassa a été publié en 2006. 33 chemins de la baleine est sorti en 2009. Et son dernier roman, Épiphanie, est sorti en 2019. Et tous ces 3 derniers romans ont été publiés chez les éditions Le Méac. Le roman nous raconte 2 histoires en parallèle. D'abord, celle dont le titre est inspiré, nous raconte l'histoire d'une jeune professeure de français, Alice, qui enseigne dans un établissement scolaire juif orthodoxe, alors qu'elle n'adhère pas à cette religion. Tout au long de l'année scolaire, cette prof va développer une grande affection pour une de ses élèves, Hadassa, et elle redoute le moment où elle sera trop vieille pour avoir le droit de parler avec les non-juifs comme elle, parce qu'Hadassa semble vouloir découvrir le monde dans son entièreté, chose que sa religion lui limite à faire. Alice va confronter ses propres valeurs à celles du système religieux et scolaire dans lequel elle enseigne, parce que ces jeunes filles sont fascinées par le monde extérieur au judaïsme. Sans nécessairement vouloir y adhérer, elles sont curieuses de ce que c'est la vie comme étant non-juive. Et beaucoup de ses élèves, donc elle enseigne au primaire, vont lui en profiter pour lui poser toutes ces questions-là, parce qu'à partir de l'âge de 13 ans, elles ne sont plus à l'école, déjà en partant. Elles sont fascinées par ce qu'Alice a le droit de faire dans la société, et même si c'est contraire aux règles de leur religion, il y a certaines jeunes filles qui vont partager un peu de leur vie avec Alice, donc leur raconter comment se font certains rites, certaines activités, certains trucs dans leur communauté qui sont normales et qui ne sont pas pour les gens qui sont non-juifs. Les plus vieilles du groupe de sa classe de primaire ont environ 13 ans et elles sont vraiment beaucoup plus en retrait par rapport à leurs professeurs et à leurs camarades de classe plus jeunes. Elles évitent d'être trop familières avec leur enseignante parce qu'elles savent qu'à la fin de l'année, elles vont quitter l'école pour se concentrer seulement sur leur vocation religieuse, donc comment devenir une bonne épouse et impliquer tous les règles de la religion dans leur vie de foyer. Et bien évidemment, Alice va redouter ce départ-là pour ses élèves parce qu'elle ne pourra plus être leur contact avec le monde extérieur et elle redoute bien évidemment plus celui de Hadassa parce qu'elle est celle avec qui elle a créé le plus gros lien. En parallèle, on nous raconte l'histoire de Yann, qui est un jeune immigrant qui vient de partir de la Pologne pour venir s'installer au Québec, et Déborah, qui est une femme juive nouvellement mariée. C'est le coup de foudre entre les 2 personnages, mais Déborah a énormément de difficultés à accepter les sentiments qu'elle ressent puisqu'ils ne sont pas envers son mari, et surtout aussi parce que Yann ne fait pas partie de sa communauté, il n'est pas juif non plus, alors comment est-ce qu'elle peut accepter avoir des sentiments pour quelqu'un qui ne fait pas partie de sa religion? Elle a beaucoup de difficultés à accepter ça, et on voit toute la progression de Déborah dans l'acceptation de son amour pour Yann, et comment Yann va essayer de comprendre Déborah, donc comprendre ses insécurités et qu'est-ce qu'il peut faire pour la rendre plus à l'aise dans sa compagnie. Le roman est divisé en 4 parties, et dans ces 4 parties, c'est divisé par chapitre. Entre ces chapitres-là, on voyage d'une histoire à l'autre pour un total de 196 pages. Lorsqu'on suit l'histoire de la professeure et d'Hadassa, ça va être la professeure, donc Alice, qui est la narratrice principale, alors que lorsqu'on est du côté de l'histoire d'amour, on a un narrateur qui est omniscient, donc qu'on appelle aussi le narrateur Dieu, qui est en fait un narrateur qui est conscient de tout, qui voit tout ce qui se passe, qui connaît tous les personnages, mais on trouve pas ça creepy, tu sais. Il n'existe techniquement pas. Alors chez moi, j'ai le format de l'édition standard chez Le Méac, donc en grand format, mais il y a des très bonnes chances que vous, à l'école, vous ayez la petite version, donc celle qui a été publiée chez la Bibliothèque québécoise et qui est en fait un format de poche de la même histoire. La raison principale, c'est parce que le format standard, il coûte plus cher. Alors quand tu as 35 copies à acheter pour toute ta classe, pour toute ton école, ben tu y vas avec ton budget, tu sais. Mais inquiétez-vous pas que vous ayez la version standard ou que vous ayez la version de poche, c'est toujours la même histoire. Il coupe jamais. C'est pas une version abrégée, c'est une version rapetissée en termes de grandeur.
Alors, pour ce qui est de l'écriture, on est dans un québécois, donc ça va paraître beaucoup au niveau des dialogues, parfois dans les expressions utilisées par les personnages, c'est ce qui va nous montrer la structure des phrases un petit peu plus typiquement québécoises. Mais dans l'ensemble, au niveau de la narration, on est dans quelque chose que je pourrais quasiment appeler un français assez international. C'est un français très accessible, on n'est pas dans du gros joual, là. On a un entre-deux, là. Ce qu'on pourrait appeler du québécois soutenu. Il va y avoir des mots et des phrases en anglais, alors si vous n'êtes pas très familier avec la langue, ça se peut que vous ayez besoin d'avoir un dictionnaire très proche, parce que il n'y a pas de note en bas de page quant à la traduction des mots en anglais. C'est à vous de vous débrouiller pour trouver la définition si vous connaissez pas assez votre anglais. Et si vous le faites pas, ça se peut que vous manquiez une grande partie du personnage anglophone, donc ça va vraiment être une béquille importante d'avoir le dictionnaire si vous parlez pas anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les pensées, dans les choses dites par notre personnage de Déborah que vous allez manquer si vous faites pas la traduction. Mais pour ce qui est des mots en yiddish, en hébreu, la majorité du temps, il va y avoir des définitions incluses quelque part dans la description. On n'est jamais laissé à nous-mêmes parce que, bien évidemment, l'autrice, elle se doute qu'on n'a pas nécessairement toutes les références qui nous sont données par la communauté juive hassidique à l'intérieur de son roman. Vous auriez peut-être pas besoin d'un dictionnaire yiddish et hébreu, mais un petit dictionnaire anglais pas loin, ça peut toujours vous être utile. Je prends encore la peine de préciser que je ne suis pas une professeure, que je n'ai pas fait d'études en théologie dans ce contexte-ci. Alors, les références que j'ai trouvées sont toutes prises sur Internet et vous avez toujours les liens dans la description si vous voulez aller voir ce que j'ai fait comme recherche. Alors, l'hassidisme, contrairement à d'autres branches juives orthodoxes ou même ceux qui ne le sont pas, respecte en tout temps l'ensemble des lois religieuses judaïques. Étant aussi décrit comme un judaïsme ultra-orthodoxe, une des communautés les plus orthodoxes d'ailleurs qui se trouve en Amérique du Nord, c'est une communauté qui vit en retrait de la modernité, de la communauté et de la société qui n'est pas associée directement à leur religion et l'orthodoxie de leur religion. On remarque généralement les hassidim au premier regard car ils portent les vêtements de la Pologne d'antan. Et contrairement à d'autres groupes juifs orthodoxes qui ont le droit de se marier à l'extérieur de leur religion ou de l'orthodoxie de leur religion, chez les hassidim, ils se marient seulement dans leur communauté à eux. Et les mariages sont arrangés. Ça va être les parents qui vont décider qui leurs enfants vont marier. Chez les hassidim, les études sont strictement des études religieuses, alors que dans d'autres communautés juives orthodoxes, les gens peuvent aller faire des études universitaires dans d'autres domaines qui ne sont pas reliés nécessairement à leur religion. C'est très difficile d'avoir des informations concernant leurs coutumes, car c'est un groupe très fermé qui va propager l'idée que tout ce qui est extérieur à leur communauté, à leur religion, pourrait aller corrompre leur pureté. Les contacts avec les non-juifs sont extrêmement limités, mais comme nous montre le roman de Myriam Beaudoin, chez les enfants, c'est un petit peu moins... Bon, ils jouent un petit peu plus sur la limite, parce qu'avant l'âge de 13 ans, c'est socialement accepté dans leur communauté de s'adresser à des non-juifs, mais après l'âge de 13 ans, ils n'ont plus le droit de le faire. Alors, il y en a certains qui vont profiter de leur jeune âge et de la situation dans laquelle ils se trouvent à l'école avec une professeure non-juive pour poser des questions, pour s'ouvrir sur le monde, mais ça ne va pas changer nécessairement leur perception des choses non plus, c'est plus une question de curiosité. Alors, la communauté qui est présente à Montréal est située surtout dans le quartier d'Outremont et du Myland. Ils sont venus s'y installer pendant la période de l'après-guerre et ils ont développé tranquillement leur propre réseau, donc leur propre commerce, leurs écoles, leurs lieux de culte et tout ça. Et la communauté montréalaise comporte aujourd'hui autour de 15 000 personnes. Elle est extrêmement liée à la communauté new-yorkaise qui est la plus importante hors Israël. Il y a très peu d'Hassidiques montréalais qui vont parler couramment le français. On estime qu'environ 11% d'entre eux sont capables de tenir une conversation en français. Généralement parce que la langue apprise par leur religion, c'est le yiddish et l'hébreu, donc c'est les deux langues principales, et ils vont prioriser généralement la seconde langue, donc l'anglais, pour être en meilleur contact avec la communauté new-yorkaise. Le français est enseigné dans leurs écoles, comme le prouve Myriam Beaudoin dans son roman, et dans l'expérience qu'elle a vécue, mais c'est des cours qui sont généralement donnés qu'aux jeunes filles aux écoles primaires, et c'est généralement juste une technicalité parmi tant d'autres pour que les institutions religieuses scolaires de la communauté juive puissent continuer à exercer leurs fonctions tout en respectant les lois sur l'instruction au Québec. Le gouvernement, et plus pratiquement le ministère de l'Éducation, bien évidemment, peut s'assurer que les enfants hassidim puissent recevoir une éducation complète, donc qui va comporter le français, l'anglais, les univers sociaux, les sciences et dans le fond tout ce qui fait partie d'un corpus général de nos cours dans nos écoles publiques comme privées. Mais encore aujourd'hui, il y a certaines difficultés à faire respecter les normes. Bien évidemment, avec les plus gros termes, on a l'acceptation de l'autre. Donc, on est en contact constamment, même avec Adassa et la professeure Yann et Déborah, avec la confrontation des idéaux. Alors, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas la même éducation que les deux reçoivent et ont reçu. Alors, comment entrer en collaboration là-dedans et arriver à faire quelque chose de complètement différent, de découvrir de nouvelles choses chez l'autre
et de les assimiler à sa manière dans sa propre culture. Pour ce qui est des Juifs hassidiques, bien évidemment, ils vont rien prendre de la communauté extérieure à eux parce que c'est contraire à la pureté. Donc, s'ils rapportent quelque chose qui ne fait pas partie de leur religion, ça va venir salir la pureté, donc c'est plus difficile après ça de se purifier et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils évitent les contacts généralement avec les non-juifs. Mais d'un côté, on le voit du point de vue de Yann qui essaie énormément de rendre Déborah à l'aise. Il faut qu'il trouve un moyen de passer au travers les blocages de Déborah pour trouver une espèce de lien d'entente, comment ils peuvent se voir et échanger dans cette relation-là, sans la brusquer, sans la pousser trop loin, trop rapidement, puis qu'elle s'enfuit, puis qu'elle veut plus le revoir. Et du côté d'Alice, elle doit respecter un certain décorum, donc au niveau de ce qu'elle dit, les livres qu'elle rapporte de la bibliothèque, il y en a qu'il faut qu'elle censure, son habillement, les choses dont elle parle, il faut qu'elle adapte sa personnalité à son milieu d'enseignement. Et du côté des enfants, donc techniquement, ils n'ont pas le droit de poser des questions, et ça arrive aux plus vieilles de la classe de call-out, les plus jeunes, qui poussent la limite trop loin. Mais il y a quand même un échange qui se crée. Et c'est avec les échanges qu'on finit par comprendre les habitudes et les coutumes de l'autre et qu'on arrive généralement à trouver une espèce de point d'entente. Les romans comme celui de Myriam Baudouin ouvrent au dialogue avec les thèmes qu'elle va partager, donc qui est dans ce roman-là, généralement, de l'ouverture d'esprit et de la communication. Il faut apprendre à confronter ses propres valeurs, autant des deux côtés, pour arriver à trouver quelque chose qui ressemble à de l'harmonie. On n'est peut-être pas rendu là, mais il faut commencer quelque part. À l'origine, Hadassa est le prénom d'Esther, un des personnages des écrits saints qui est célébré dans la culture juive pendant la fête de Purim. Femme du roi des Perses, elle a réussi à empêcher le massacre du peuple juif en détournant un des décrets des ministres du roi qui voulait les éliminer complètement. Elle a jeûné pendant 3 jours pendant qu'elle priait pour trouver la force d'avouer à son mari qu'elle était elle-même juive et qu'elle avait caché sa véritable nature lors de leur mariage. Esther est vue comme un symbole de la volonté de Dieu en empêchant la destruction du peuple juif et en assurant la paix. Lorsque l'art va venir représenter ce personnage par la peinture ou même la musique, Esther représente la féminité modeste, le courage et bien évidemment le sacrifice de soi. Bref, t'as pas du tout de pression quand on nomme Esther ou quand on te nomme Hadassa. Je me suis demandé si le prénom d'Hadassa était le nom d'origine de l'enfant sur lequel elle s'est basée pour écrire son histoire, ou si elle l'avait modifié en connaissant les références religieuses et comment ce prénom-là avait une importance dans la communauté. J'ai pas trouvé l'information, donc je ne sais pas, mais la question se pose. Mais j'ai quand même essayé de trouver des liens dans la relation entre Alice et Hadassa pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de tiré des écrits saints, peut-être. Hadassa, elle parle beaucoup plus que d'autres filles de sa classe. Elle partage beaucoup plus de choses sur la communauté qu'elle devrait garder secret. Est-ce que c'est en référence avec le personnage d'Esther qui doit dévoiler sa religion à son mari? Est-ce qu'il y a quelque chose de complètement extérieur ou une référence religieuse que je n'ai pas trouvée, que je n'ai pas vue? Il y a beaucoup d'auteurs qui vont utiliser le prénom de leur personnage pour raconter beaucoup de choses par rapport à leur histoire ou par rapport à leur destin. Considérant que c'était pas une œuvre fantastique, est-ce que le lien il est là? Je sais pas. Mais ça m'est quand même arrivé de trouver des petits points à certains moments dans l'histoire où il pouvait peut-être avoir une référence ou un lien direct. Parce que lorsqu'on construit un roman, mine de rien, surtout lorsqu'on est dans quelque chose qui nous est extérieur, on fait beaucoup de recherches, donc ça peut venir à se transmettre d'une certaine façon dans ce qu'on écrit, puis de laisser des traces un peu partout qui montrent qu'on a fait de la recherche, puis qu'on n'écrit pas du n'importe quoi. Je me suis demandé si Hadassa ne voyait pas la libération de son peuple lorsqu'elle parlait de sa religion avec Alice, lorsqu'elle lui partageait son monde à elle pour lui montrer qu'ils vivent différemment, oui, mais qu'au final, on est tous des humains quand même. Peut-être que je vois des liens où il y en a pas. Ça m'arrive des fois de partir sur une cheer puis de m'imaginer toutes sortes de trucs alors que je pousse trop loin. Peut-être qu'au final, la porte rouge est juste rouge parce que l'auteur décidait que rouge c'était beau, tu sais, we don't know. Mais ma nature de lectrice fait que je veux savoir s'il y a un fondement extérieur, s'il y a un truc qui est poussé beaucoup plus loin ou s'il y a des choses que je peux tirer plus profondément du texte. C'est dans ma nature, désolée. J'aime faire de la recherche pour mes analyses, j'aime toujours pousser mes réflexions plus loin et c'est ce que j'essaie d'amener à vous faire aussi en vous partageant ma vision des choses sur les romans que j'ai lus. Est-ce que ça veut dire que j'ai raison? Probablement pas. C'est ma perception de la chose, c'est les liens que j'ai faits. Est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont pertinents? C'est à vous d'en juger, c'est à vous de décider. Et j'espère quand même que ma vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de pousser vos réflexions plus loin pour tout ce qui est de vos examens et de votre réflexion par rapport au roman. N'hésitez jamais à me partager vos propres réflexions dans les commentaires et me dire comment ont été vos examens. J'aime beaucoup savoir. La semaine prochaine sera ma dernière vidéo avant le congé de Pâques. Je ne publierai pas cette fin de semaine-là parce que on va être en congé, on va en profiter. Pour l'instant, je vous dis bonne lecture et à la semaine prochaine!